Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. Le 139, c'est le siège social de Logéocène, qui est une entreprise sociale pour l'habitat. Alors pourquoi ce lieu au rez-de-chaussée d'une entreprise comme celle-là? C'est considérer que pour faire correctement notre métier, on a besoin, nous, d'être connectés à la ville, à ce qui nous entoure, d'une part, mais au-delà d'être connectés, de pouvoir contribuer à créer une dynamique urbaine. C'est ce qu'on fait dans les projets qu'on mène en tant qu'entreprise sociale pour l'habitat, mais pour nous nourrir, pour nous inspirer, pour ne pas passer à côté de ce qui se passe au Havre, on a créé ce lieu qui est constitué d'un coworking gratuit, ouvert à toutes les personnes qui ont besoin et envie de travailler dans des bonnes conditions, qui est aujourd'hui très fréquenté. On a un dispositif de résidence qui accueille aujourd'hui 10 porteurs de projets du territoire. Genre, il y en a un qui est ici d'ailleurs, que j'ai vu, qui est maître composteur par exemple. Et voilà, je le vois. Et donc qui bénéficie d'accompagnement, de bureaux, de matériel, voilà, de différentes choses pour vraiment mener à bien son projet. Et cette salle, le Meetup, qui est un endroit de débat, dans lequel on organise des conférences, des tables rondes sur des sujets très divers et variés, mais qui ont toujours un lien avec la ville, que ce soit par la culture, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, à travers l'économie sociale et solidaire. Et une fois par an, on traite de la science, puisque ça fait 3 ans maintenant qu'on est partenaire de cet événement qui s'appelle Sur les épaules des géants. Et on va vers un sujet qu'on connaît moins, dont on a moins l'habitude de traiter, qui est la science. Donc aujourd'hui, c'est un des jeudis qui n'est pas comme les autres, puisque vous l'avez remarqué, on est vendredi. On a non pas un invité, mais 3 invités. Il n'est pas 12h30, mais 12h45. Donc, c'est vraiment, ça ne ressemble pas du tout à un déjeuner classique, mais tant mieux, on aime bien, ça nous change un peu. Donc, je vous propose d'accueillir tout simplement nos invités, donc Charles-Antoine, Pascal Fabre et Séverine Matranchard. Bonjour, bienvenue. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler de science, puisqu'on s'inscrit dans le festival Sur les épaules des géants, mais de science plus ou moins indirectement, puisque votre mission, si j'ose dire, c'est de vous-même de parler de la science, d'être ambassadeur de la science, d'être médiateur de la science. Et ma première question, alors ça serait déjà de vous présenter, puisque vous n'êtes pas tous les 3 médiateurs, hein, il y a vous êtes tous les 3 médiateurs. Alors bon, vous allez nous expliquer à l'intérieur du dispositif qui vous êtes, ce que vous faites, et c'est l'occasion de vous présenter aussi en tant que scientifique, puisque vous êtes vous-même scientifique, votre champ d'activité. Donc moi, je m'appelle Pascal Fabre et je suis directrice de recherche au CNRS. Et comme c'est l'année de l'océan, le CNRS, mais Séverine en dira peut-être un peu plus, a décidé de nommer une ambassadrice donc, qui travaille dans ce domaine. Et je travaille sur la pollution plastique dans l'océan au laboratoire Charles Coulon à Montpellier, qui est un laboratoire de physique. Merci. Charles. Alors moi c'est Charles-Antoine, Charles c'est mon prénom, Antoine c'est mon nom. Donc moi je suis enseignant-chercheur en physique quantique à Jussieu, Sorbonne Université, et je suis très engagé dans diverses activités de médiation scientifique, et donc j'ai eu le plaisir, comme Pascal, d'avoir été nommé pour cette mission d'ambassadeur. Séverine en parlera, mais c'est la première année qu'il y a ces missions d'ambassadeur, donc on a les premiers, la première fournée. Donc moi c'est en physique quantique, et c'est aussi en lien avec une année internationale, l'année internationale des sciences et technologies quantiques de l'UNESCO, au même titre que Pascal avec l'année internationale des océans. Et donc voilà, on va en rediscuter, mais notre mission consiste à parcourir la France et même plus loin pour parler de notre passion et d'atteindre divers publics. Séverine. Et donc moi je suis Séverine Matranchard, donc je suis physico-chimiste, chercheuse au CNRS également. Et en fait, depuis 3 ans, j'ai une mission donc plus particulière qui est de travailler
à l'Institut de physique du CNRS. Alors disons que c'est un genre de département du CNRS qui pilote 70 laboratoires qui font de la recherche en physique, toute la recherche en physique ou presque. Et donc mon travail consiste en fait à faire en sorte que les chercheurs et les chercheuses puissent aller à la rencontre de tout un tas de publics. Donc ça peut être le grand public, ça peut être beaucoup aussi les scolaires. Et donc dans ce cadre, on a décidé donc avec la direction de mon institut de choisir chaque année 2 collègues qui seront un peu les porte-drapeaux de l'ensemble des très très nombreux collègues qui font de la médiation scientifique, pour montrer à quel point le CNRS a à cœur justement de diffuser les résultats des connaissances, de les partager. Je pense que le mot est encore un peu plus exact. Partager toutes ces connaissances qui sont dans nos laboratoires, les rendre accessibles au plus grand nombre, pour montrer qu'on est vraiment des scientifiques ancrés dans la société et pas dans les tours d'ivoire dans nos laboratoires. Alors Séverine, pourquoi pour cette première année, pour incarner, comme tu l'as dit, vraiment cette sorte de mission de parler de la science, avoir choisi Charles et Pascal? Est-ce que ce sont les meilleurs? Cette question, c'est une évidence. Alors, voilà. Après, alors ça, c'est l'ordre 0. Ensuite, à l'ordre 1, voilà. L'idée, c'est que, je pense que toi, tu le sais aussi parce que tu organises des actions. Le fait de coller un petit peu à l'actualité, aux thématiques qui sont mises en avant, c'est quelque chose qui facilite un petit peu aussi la vie. Et donc, comme Charles l'a dit, c'est l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Donc, c'est une année internationale qui a été lancée à l'UNESCO en février. Et c'est aussi l'année de la mer et de l'océan, qui est plus une année française, mais il y a eu aussi l'UNOC au mois de juin et tout ça. Et donc Pascal qui incarnait le côté mer et océan. Et bien évidemment la parité, et qu'on respectera dans les années qui viennent, parce que c'est extrêmement important aussi de montrer la part des femmes en physique. Et la question au miroir, pourquoi avoir accepté cette mission? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette proposition, Pascal et Charles? Typiquement, moi, c'est vrai que tout de suite, j'étais touché, flatté, et ça correspond tout à fait à ma démarche en dehors de Jussieu, où je suis un peu monsieur quantique, j'enseigne la physique quantique un peu à tous les niveaux, mais dans mes activités de médiation scientifique, un de mes objectifs principaux, c'est d'atteindre tous les publics. Ça, c'est vraiment l'un de mes credos. Et donc, je voyais justement, je crois qu'Étienne Klein en parle régulièrement dans ses conférences et interventions, où il dit qu'il faudrait qu'on efface un peu un angle mort du fait que la médiation scientifique a tendance à trop s'adresser aux 1% des gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà passionnés, qui ont déjà une appétence pour les sciences. Et moi, en tout cas, un de mes objectifs, c'est d'atteindre les 99 autres pourcents. Les 1%, c'est très bien, mais j'aimerais bien atteindre d'autres publics et d'arriver à toucher tous les publics. Et dans la mission que nous a confiée CNRS Physique, avec Séverine, qui nous chaperonne, qui nous aide tout au long de ces 18 mois de mission, c'est d'arriver à toucher divers publics, mais en particulier, 1, les jeunes, 2, les publics empêchés, ceux qui n'ont pas un accès facile, direct aux dernières avancées scientifiques, donc dans des banlieues un peu difficiles, dans des milieux ruraux, dans des villes moyennes, etc. Les lieux où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Et puis troisièmement, les publics décisionnaires, donc les élus, les militaires, les investisseurs, les industriels, et d'une façon générale, tout vous compris, c'est-à-dire tous les publics un peu spécialisés qui ont une influence importante. C'est-à-dire, par exemple aussi, les professeurs des écoles, les journalistes, etc. Donc notre mission, comme disait Séverine, c'est vraiment d'aller passer, de faire ce pont entre la recherche et le grand public, et d'aller toucher tous les publics. Et aujourd'hui, c'est ces publics que vous essayez d'aller toucher. Est-ce que déjà, il y a des réactions qui vous ont surpris, positivement ou négativement, dans cette dynamique que vous avez enclenchée? En tout cas, moi j'ai fait par exemple des conférences dans des festivals de musique. Et j'étais très étonnée que autant de gens puissent venir s'intéresser à la science. Après, c'est pas forcément surprenant, mais les lycéens, quand on leur parle, souvent, certains d'entre eux, ils ont vraiment des questionnements sur la recherche, donc ils viennent vous poser des questions à la fin sur ce que c'est, en lien avec leur avenir. Ils ont des questionnements sur leur positionnement dans la société. Donc voilà, il y a toutes sortes de réactions.
Je me souviens d'une des choses qui m'avait amusée dans un lycée où je suis allée, c'est que comme je faisais une conférence sur la pollution plastique, les élèves m'ont apporté une poubelle pleine de plastique au début de la conférence parce qu'ils en avaient profité pour organiser un ramassage de tout le quartier. Et j'avais trouvé ça super chouette de coupler ça et comme sensibilisation des élèves. Voilà, donc c'est un des exemples, des multiples exemples de tout ce qui nous touche en fait quand on va parler aux gens de notre métier. Et comment tu arrives à accrocher justement ces publics? Est-ce que c'est par, comme tu disais, l'actualité? Est-ce que c'est par des exemples très concrets de ta pratique? Puisque j'imagine qu'en laboratoire, tu dois pratiquer des choses qui peuvent être difficiles à appréhender. C'est quoi ton truc pour tout de suite attraper ces publics et puis derrière aller plus loin? Alors j'essaie de les surprendre et par exemple, je commence en leur demandant où il y a du plastique et je leur montre qu'il y a du plastique dans des endroits qu'on n'imagine pas. Par exemple, tous nos vêtements sont en plastique et en général, ça les gens ne le savent pas. Donc c'est drôle parce que ça arrive que dans les conférences, tout d'un coup, alors j'explique que le lin, la laine, le coton, c'est pas du plastique, mais le reste, le polyester, le polyamide. Et en fait, je vois les gens qui regardent discrètement les étiquettes de leurs vêtements pour vérifier. Je leur parle de fast fashion. Donc voilà, j'essaie de leur parler de choses qui les concernent aujourd'hui dans leur vie, en fait. Alors le plastique, on a une petite idée de ce que c'est. On voit pour l'appréhender. En revanche, le quantique, ça paraît vraiment plus éloigné, plus abstrait. Même question, comment intéresser ces publics-là tout de suite à ces problématiques? Alors en fait, la science d'une façon générale a tendance, en France en tout cas, on est moins scientifique que littéraire en France, entre guillemets. On a tendance à avoir soit une crainte pour des raisons de traumatisme à l'école primaire avec les maths ou au collège où on n'a pas trop bien compris ce que c'était que la physique et la chimie. Et donc il y a une appréhension, une crainte, un dégoût pour certains. Et ce que j'observe, moi, dans les conférences, mais encore plus dans le spectacle, j'ai créé un spectacle Art Science qui s'appelle Equiquanto, avec un artiste de grand talent, où moi je raconte la physique quantique, il est à mes côtés, il dessine. Et donc c'est vraiment un spectacle de façon théâtrale. Et le fait que ce soit un spectacle fait que des gens qui ne seraient jamais venus à une conférence de physique quantique viennent. Et il ne se passe pas une seule représentation sans que des gens, soit à la fin, soit après, par un message, nous disent comme ils sont bouleversés. Certains ont les larmes aux yeux de se dire comment j'ai pu passer autant d'années à côté de la science, en particulier de la physique quantique, parce que c'est pas du tout quelque chose de rébarbatif ou d'impossible à comprendre, et au contraire, ça ouvre tellement de portes, parce que la physique quantique, cette science qui a été créée au début du XXe siècle, remet en cause toutes nos certitudes sur la matière, sur la lumière, sur l'absence, le fameux vide, sur le temps, sur l'espace, sur l'identité, l'individualité, sur notre accès au monde, sur la nature profonde de la réalité. Et ça, toutes ces questions métaphysiques, philosophiques, en fait, ça parle à tout le monde. Donc, la science... Évidemment, il y a des aspects mathématiques, mais il se trouve que pour la physique quantique, les aspects mathématiques sont très très simples. C'est ce que j'arrête pas de dire dans les conférences. En fait, en physique quantique, on a besoin du degré zéro des maths pour les mathématiciens, ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Donc c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'arriver à comprendre ce que ça peut dire, de l'utiliser et de passer ce cap qu'on a en France de, en gros, pour caricaturer, j'ai la bosse des maths ou je suis littéraire. C'est une idiotie totale. On peut tout à fait s'intéresser aux deux. Et donc, pour les intéresser, tous les gens qui ne sont pas forcément adeptes ou intéressés de prime abord, c'est déjà de les amener par d'autres moyens, de leur dire vous inquiétez pas, il y aura un peu de science, mais vous allez voir des jolies choses qui sont réalisées sur scène. Et après, une fois qu'ils sont là, de les capter et de leur dire vous voyez, comme ça peut être merveilleux. Moi, j'interviens aussi beaucoup sur les réseaux auprès des jeunes, de montrer que la science, c'est pas du tout un truc chiant, entre guillemets, c'est l'émerveillement incroyable. Et c'est au quotidien, en fait, c'est réapprendre à ouvrir les yeux et à voir que dans le monde quotidien, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, il y a du merveilleux partout. Et donc cet émerveillement, en fait, c'est un moteur extraordinaire pour intéresser les gens. Alors, je rebondis, mais la question est pour toi, Séverine. C'est intéresser, capter les gens, c'est presque une première étape. Est-ce que derrière cette démarche, il y a aussi la volonté de créer des vocations,
c'est-à-dire de faire en sorte que des jeunes, comme tu disais, qui se disaient a priori c'est pas pour moi, finalement se disent demain, est-ce que moi aussi je pourrais pas devenir scientifique? Je vais répondre et puis faire le commentaire par rapport à ce qui a été dit à Pascal et Charles. Ce que vous avez pu voir en direct aussi, c'est la passion des gens qui parlent. Et je pense que c'est un vecteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la médiation qu'on promeut, c'est vraiment une médiation face publique, aller à la rencontre des gens. Et je pense que cet enthousiasme, il est communicatif. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est passionné, forcément, tout de suite, on se sent beaucoup plus intéressé. Donc oui, bien sûr, il y a une nécessité en fait de former plus de scientifiques. Donc chaque année, il y a une association d'industriels qui publie un rapport sur le nombre d'étudiants qui sont formés et leurs besoins. Et on manque de 15 000 ingénieurs et ingénieureux par an. Donc il faut vraiment susciter des vocations. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et bon, il y a plusieurs moyens. Ça peut être la reconnaissance sociale, ça peut être le salaire, mais bien sûr, on a plus envie de susciter la passion, en fait. Et il y a des partis pris, des idées reçues qui n'ont pas de sens. De se dire que la science n'est pas intéressante, de se dire que la science est plus compliquée, mais tout est compliqué. Si vous voulez avoir le ballon d'or, il faut travailler, il faut être bon aussi. Donc je pense que oui, vraiment, c'est une des étapes qui fait qu'on va avoir attirer plus de gens, c'est la montrer telle qu'elle est, la science. Quelque chose de passionnant. Et je pense là ce matin, mais il y a eu, le festival est vraiment génial là, et j'ai été écouter la conférence de mes collègues, là, Courty et Kirlik, et tous les enfants étaient émerveillés et ils ont vraiment fait passer de la physique. Hein. Ils ont parlé de centre de gravité, de moment de force. Voilà, on se cache pas derrière son petit doigt. Et quand on explique bien, je pense que ça passe, quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on observe quand même une tendance au science bashing, ou en tout cas une relativisation de la vérité scientifique. Dans quelle mesure est-ce que votre parole, votre travail, cette manière de communiquer cherche peut-être à rééquilibrer ou à rétablir certaines vérités, Pascal? Oui, ça c'est une partie très très importante de la mission pour moi, parce que c'est quelque chose qui nous rend fous quand on voit des choses fausses dans les médias, des fake news partout, et que on se dit que les gens ne peuvent pas s'y retrouver en fait. Donc effectivement, moi je corrige des choses fausses, comme par exemple le fait qu'on a entendu dire qu'on mangeait une carte Visa en plastique par semaine. C'est largement surévalué, c'est pas prouvé scientifiquement, on a beaucoup de mal à évaluer. C'est faux dans les deux sens, c'est-à-dire que voilà. Des fois on peut sous-estimer ou aggraver. Parce que souvent les médias cherchent le scoop. Et nous les chercheurs, on est très prudents, et c'est ce qu'on nous reproche, hein, c'est que quand on dit quelque chose, c'est peut-être, et puis il faut qu'on confirme, et puis on va vérifier. Et ça, c'est une des difficultés pour communiquer la recherche, c'est que c'est une science en marche. Mais c'est aussi un message important à faire passer pour pas qu'on soit dans la caricature, la science c'est tout, ou la science c'est n'importe quoi. Vraiment comprendre que c'est quelque chose qui avance avec des nouvelles idées. Bon, la physique quantique, c'est un exemple énorme de ça. Donc, je ne sais plus du tout quelle question vous m'avez posée. Par rapport justement de rétablir la vérité, mais oui. mais tu as Okay. répondu. Hein. Oui. Donc ça c'est vraiment... Et puis, moi, une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent réfléchir, qu'on n'est pas obligé d'avaler tout ce qu'on entend. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Charles sur le fait qu'on se dit « la science, je ne peux pas comprendre ». Mais en fait, réfléchir, tout le monde peut. Et on le fait pour plein de trucs. Et donc, j'essaie de faire ensemble des raisonnements avec les jeunes, ou d'interagir avec eux ou avec le public, vraiment pour qu'on comprenne qu'on est maître de notre destin. En fait, on peut comprendre les choses, et puis les fake news, il y en a plein, on peut se rendre compte tout seul qu'elles sont fausses, si on est confiant qu'on peut le faire. Alors Charles, tu nous as donné un exemple plutôt d'une réussite quand tu parles de ton spectacle, qu'il y a des gens qui sont touchés, qui viennent vers toi, et je pense que on imagine bien que ça peut bien marcher. Est-ce que inversement, dans votre expérience d'ambassadeur, d'ambassadrice, des fois vous rencontrez des résistances fortes, ou des endroits où les personnes, vous n'arrivez pas à
à les convaincre? Ou c'est plus difficile? Alors en fait, je pense qu'on a tous les deux des sujets, tous les trois des sujets qui sont assez faciles à transmettre. Donc moi j'avoue que je bénéficie de ça. Il y a un côté d'émerveillement par rapport à la physique quantique, d'intérêt, il y a un effet de mode. Donc évidemment, moi j'en bénéficie, mais donc c'est plus facile. C'est un peu du velours de venir, comme disait Séverine, quand on est passionné, de venir parler d'une science qui aussi est intéressante et déconcertante et qui ouvre des portes sur d'autres univers au sens propre comme au sens figuré. Mais je pense que comme tout médiateur scientifique, on a, surtout après une conférence, des petits moments de solitude quand on a parlé pendant 2 minutes de quelque chose et qu'à la fin on a une question qui est exactement ce qu'on avait dit 30 minutes avant. On se dit c'est que le message n'est pas passé parce que cette question-là, en fait, j'y ai répondu pendant. Donc on a toujours ces petits moments-là un peu de remise en question. Et comme disaient Séverine et Pascal, en fait cette science, c'est une science en marche. Il y a vraiment une idée fausse à combattre, c'est que la science, c'est la vérité absolue. Non, la science, c'est toujours essai, erreur, correction, paradigme, conflit, rupture, changement de paradigme, changement de façon de voir le monde, et on avance comme ça. C'est pas une vérité absolue. Il y a ce que disait Pascal sur la formation de l'esprit scientifique. Il y a un livre comme ça de Bachelard qui est important, mais pour le grand public, c'est vraiment important ça de comprendre que c'est une façon rationnelle. Ça ne veut pas dire d'être complètement fermé, borné. Ça, c'est la caricature du scientifique. Je sais que par exemple dans le film La vie scolaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, La vie scolaire qui est sorti il y a quelques années, qui était un peu entre le film et le documentaire sur une classe, c'était super bien fait, des jeunes un peu de banlieue, c'était un peu difficile dans le film, mais à un moment donné, le prof de maths se fait malmener en disant à quoi ça sert les maths? Et lui, il leur dit, mais en fait, les maths, ça sert principalement à ne pas vous faire arnaquer. Parce que les maths, ça sert à comprendre que tel politicien ou telle personne ou tel journaliste à la radio va dire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, à faire des ordres de grandeur, à faire la règle de 3, à comprendre, par exemple, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid, de voir, par exemple, si vous avez une maladie qui amène 10 personnes contaminées le jour 1, 20 le jour 2, 40 le jour 3, en fait, c'est très très grave. C'est pas parce qu'il y a 40 personnes, c'est parce que c'est exponentiel. 10, 20, 40, dans 2 mois, vous avez toute la France qui est contaminée. Ça, dans les pays anglo-saxons, ils l'ont. Ils ont ça. Ils ont beaucoup plus de connaissances scientifiques. Les tests PISA le montrent. Ils sont plus à même de faire ça. Des trucs tout bêtes, par exemple les pourcentages, test PISA, le pourcentage des jeunes chez nous de 4e, ils ne maîtrisent pas du tout les pourcentages. Aux États-Unis, ils les maîtrisent. Pourquoi? Parce que tous les scores de leurs équipes de sport sont en pourcentage. Et bien en fait, un gamin de 6 ans, il sait là-bas exactement les pourcentages, puisqu'il en a besoin pour comprendre le classement de son équipe. Et donc, on est un peu réfractaire aux sciences, alors qu'on se dit le pays de Descartes, finalement, on met très loin les sciences. Et justement, comme Pascal et Séverine disaient, on a besoin d'atteindre et de convaincre la majorité de la population que, c'est pas ennuyeux, que c'est utile, que c'est vraiment utile, même dans la vie quotidienne. Souvent, il y a l'image d'Épinal de se dire « Non, mais les maths, ça sert à rien, la physique, c'est des trucs qu'on comprend rien. » Non, en fait, ça sert vraiment. Et justement, il y a plein de vulgarisateurs, je pense, qui touchent aussi le public. Je sais que Julien Bobroff fait ça aussi, mais il y en a plein d'autres qui montrent, comme Courty et Kirlik aussi, qui montrent comment, dans la vie quotidienne, en fait, la physique et la science est partout. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai juste relayé une vidéo toute simple. Une personne qui a mis une caméra dans un four. Et c'est génial. En fait, on voit les gâteaux, les plats cuire et donc monter. Mais en fait, donc il a cartonné ce post. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est rigolo de voir que, en fait, juste avec ce petit truc, se dire ce qu'on voit dans un four, en fait, c'est merveilleux. On voit, c'est comme si c'était de la poésie. Et donc ça, typiquement, c'est à montrer la chimie et la physique du quotidien. C'est quelque chose d'une sorte de message, un credo qu'on doit garder. Et ça pose la question des formats aussi. Tu parlais d'un spectacle, là d'une vidéo dans un four. J'imagine que vous faites des conférences. C'est quoi les formats qui marchent le mieux pour pouvoir justement parler de ces sujets-là? Alors moi, je fais surtout des conférences. Après, les formats, ils varient légèrement selon le public. Par exemple, quand j'ai des lycéens, il faut absolument interagir avec eux. On fait des petits quiz ensemble, on essaie de trouver des solutions pour la pollution ensemble. Donc il y a vraiment l'idée d'interaction
que je trouve très importante, pas juste laisser les questions à la fin. Sinon, surtout, peut-être les lycéens ont plus de mal à rester concentrés pendant un certain temps. Et tu demandais tout à l'heure quels étaient un peu les endroits où on s'est dit j'ai pas très bien réussi. Ben, mes premières conférences pour les lycéens, j'avais pas tout à fait compris ça. Et du coup, bah, voilà, je me suis adaptée, j'ai mis un peu de pédagogie dans les conférences. Après, sûrement les ateliers, hein, comme on disait, c'est très très efficace hein, pour transmettre la science, ça c'est sûr. Il n'y a rien de tel que de toucher, de faire soi-même. Tant qu'on est passif, les neurones, ils intègrent moins les choses. Hein, donc, Après, je pense qu'aussi c'est une question de personnalité de la personne qui transmet. Je sais pas, moi, dans mes objectifs, c'est qu'il y ait beaucoup de collègues de laboratoire qui aillent à la rencontre du public. Et l'idée, c'est que chacun le fait un peu avec son temps déjà, sa sensibilité, sa façon de faire. Et je crois vraiment que quand une bonne interaction se fait, même avec... Souvent, on nous dit, oh, la conférence, c'est très descendant, mais voilà, quand on s'intéresse aux questions, après, ça peut marcher très bien. Et puis après, on peut aller jusqu'à des spectacles comme fait Charles, mais je ne peux pas demander à tous les chercheurs de faire un spectacle comme fait Charles. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une palette et une personnalité du médiateur qui va se retrouver dans tel ou tel format. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi derrière d'identifier des sortes d'ambassadeurs relais qui, alors je ne sais pas si je prends par exemple sur les réseaux sociaux, en tout cas que votre parole, si elle est prise en charge par des personnes qui ont de l'audience, que ça puisse aussi faire des petits derrière? On met des posts, on espère qu'ils sont lus. Je pense que oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont emparés de... Je pense que le discours n'est pas de dire qu'il n'y a que les chercheurs qui ont le droit de parler de science, bien sûr que non. Et d'avoir des relais donc de médiateurs qui sont connus, de youtubeurs, c'est des choses qui peuvent aider sous réserve de la qualité de ce qui est fait. Mais il y a vraiment des gens très bien, les journalistes aussi, il y a des gens extrêmement compétents et qui démultiplient la parole du scientifique, bien sûr. Il y a la place pour ça. Oui, et c'est vrai que en fait, il faut tout l'écosystème. Il faut toutes les strates. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la vulgarisation, qui soient scientifiques actifs, d'autres qui aient une formation scientifique qui sont plus actifs en sciences, d'autres qui ne sont pas scientifiques mais qui se forment un peu sur le tas et qui vont peut-être être plus sensibles justement aux écueils d'apprentissage, parce que nous, on va se trouver des choses simples pour d'autres. Par exemple, dans la physique quantique, en termes de langage, il y a des termes qui peuvent avoir un sens complètement opposé entre le scientifique et le public. Par exemple, le terme interférence, pour les scientifiques, ça veut dire quelque chose de très structuré. Pour le grand public, qui n'est pas féru de science, les interférences, c'est l'opposé. C'est quelque chose de complètement brouillé. Et ben, par exemple, il y a des mots comme ça qui n'ont pas la même acception. Les mots énergie, les mots vibration, les mots onde, le mot justement pollution, le mot qu'est-ce qu'on entend par quelque chose qui est important. Si vous n'avez pas de référence, vous ne pouvez pas dire que c'est important. Par exemple, si on dit, je ne sais pas moi, un week-end de 3 jours très meurtrier, 35 personnes de mortes. On se dit, ah oui. Après, on se dit, ah, attendez, alors il y a 5000 personnes qui meurent par an sur les routes, il y a 365 jours par an, donc c'est à peu près 15 personnes qui meurent naturellement par jour. Donc en fait, un week-end de 3 jours avec 35 personnes de mort, c'est un super week-end. Parce que normalement, ça devrait être 45 en moyenne. Vous voyez, donc ça, si on n'a pas de référence par rapport à laquelle se baser, en fait, ça ne veut rien dire. On se dit, oh, 35 morts. Oui, mais normalement, en moyenne, c'est 45. Donc en fait, c'est tous ces petits raisonnements un peu d'ordre de grandeur, d'arriver à ce petit recul. Qu'est-ce que j'entends? On me dit. Et en fait, typiquement, j'avais fait toute une étude un peu pour voir. Je ne le prenais pas pour vous, mais il y a 1% des journalistes qui ont une formation scientifique, 3% des instituteurs, des profs des écoles, 5% des politiques, moins de 20% des militaires. Donc en fin de compte, c'est compliqué. La population en général et dans les gens qui nous parlent et qui nous instruisent ou qui nous parlent ou qui décident pour nous, ils n'ont pas cette formation. Ils peuvent très bien avoir une certaine attirance, appétence, mais parfois pas du tout, même une aversion. Et donc c'est problème. S'il y a 3% des instituts qui parlent aux enfants petits et qui n'ont pas d'appétence pour les sciences, c'est problématique pour la suite. Par exemple, la plupart des instituts sont des instituts femmes qui n'ont pas de qui n'ont pas de formation scientifique et qui donnent une sorte de modèle à des petites filles en leur disant ben non, en fait, les sciences c'est pas pour vous, les sciences c'est pour les garçons. Et donc il y a plein de biais
individuelles et qui se traduisent collectivement au sein de la société, qui vont amener des conséquences après. Donc les filles, elles sont généralement plus meilleures que les garçons au collège, et puis au lycée, bah, hop, ça switch et elles y vont plus. Et donc c'est des problèmes, on peut des problèmes éthiques ou de parité, mais plus pragmatiquement se dire c'est une perte pour la France. Pour n'importe quel État, de même qu'il y a des jeunes dans les banlieues qui font n'importe quoi, qui sont très intelligents et qu'il ne faut pas perdre. Il faut aller les chercher parce qu'ils sont très intelligents et leur faire des sciences, de la technologie, etc. Donc en fait, c'est juste d'un point de vue même presque égoïste de se dire on ne peut pas avoir le luxe de se priver d'intelligence et de gens qui sont naturellement intéressés par la science et qui n'y vont pas pour plein de raisons sociétales, sociales ou autres. Pascal. Oui, pour rebondir même sur le sujet de la question précédente, nous, dans nos congrès scientifiques, on fait venir des artistes. Donc, l'année dernière, l'année d'avant, on a fait venir un auteur de bande dessinée qui donc a créé une bande dessinée à partir de nos dernières recherches. Et donc voilà, un moyen de communication aussi très utile. Et cette année, on a une danseuse qui fait des films sur la pollution plastique, enfin des films, qui fait des danses sur la pollution plastique. Donc ça aussi, c'est une façon de faire communiquer la société avec d'autres médias que justement seulement les conférences, seulement les conférences. Donc, c'était juste pour élargir un peu le fait que dans une conférence scientifique, mais vraiment on communique à d'autres scientifiques notre dernière recherche, on a des artistes qui sont venus, qui comprennent ce qu'on raconte, et on en discute avec eux et comment sortir les faits qui vont marquer le public et être vraiment à la pointe des derniers résultats scientifiques, en fait. Parce que tout le monde a le droit de connaître les derniers résultats scientifiques. Et juste pour rebondir sur ce que disait aussi Séverine, sur le fait que ça dépend des chercheurs, c'est clair qu'on a tous des exemples de profs, primaires, collège, lycée, qui nous ont changé la vie et été passionnants et qui ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas de clone, il n'y a pas de méthode miracle. C'est-à-dire il faut être comme ça pour être bon médiateur, il faut être comme ça pour bon prof. On a tous des exemples de profs d'une personne qui était imbuvable, horrible, et qui pourtant a été géniale pour transmettre. Et inversement, des profs super cool, etc. On s'est dit, en fait, j'ai rien appris. Et donc, en fait, ça dépend de la personne. Des personnes qui vont être hyper rigides et d'autres qui vont être très tactiles, aller vers les gens. Ça dépend complètement. Et même par rapport, pour inciter les jeunes chercheurs ou les moins jeunes, tous les chercheurs, d'aller vers la médiation, surtout ne pas copier. Comme disait Séverine, faites ce qui vous parle, regardez quel est le médium et la façon de faire, et surtout ne copiez pas, mais faites ce qui vous anime et vous parle vous. Et aussi, pardon, Vas-y. je voulais rebondir sur Charles-Antoine qui parlait des petites filles, et c'est une des autres missions un peu que m'a confié le CNRS et Séverine, c'est que comme je suis une femme, d'encourager les jeunes filles à faire de la science quand je vais dans les lycées, sachant qu'à l'heure actuelle, ça a plus tendance à décroître qu'à croître. Et également, moi j'ai des amis qui travaillent, à Saint-Gobain, par exemple, qui me disent qu'ils ont un mal fou à trouver des ingénieurs femmes, que pour les recruter, il faut qu'ils disent spécifiquement qu'ils veulent des femmes. Donc, oui, c'est une partie de la mission aussi, de dire aux filles, et je leur montre des exemples avec des nombreux tests qui ont été faits, que c'est pour tout le monde la science. Après, il ne faut pas leur parler seulement de Marie Curie, parce que là, forcément, tout le monde est en train de se dire... On pourrait faire un test. Qui connaissez-vous comme femme scientifique à part Marie Curie? C'est chouette. Vous savez qu'ils ont fait ce test-là en France et aux États-Unis. En France, vous demandez à des gens du grand public de citer 10 grands scientifiques. Très dur. 10 grands scientifiques français. Alors 10 femmes, n'en parlons pas, mais 10 grands scientifiques français, très très dur. On demande à quelqu'un de français de citer 10 auteurs, pas de souci. 10 auteurs français, pas de souci. Hugo, Baudelaire, etc. Vous faites la même chose aux États-Unis, c'est l'inverse. Ils ne savent pas citer 10 auteurs américains, 10 auteurs tout court. Par contre, des scientifiques américains, ils en sortent 50. J'ai encore plein de questions, mais l'heure tourne. J'aimerais bien savoir si dans le public, il y a des questions, et sans surprise sur ce sujet. On a une question au fond. Merci. C'est un peu une question-réaction par rapport à ce que vous disiez sur la différence du monde anglo-saxon et de la France en particulier. Et
comme en plus, ça reste plutôt à vous parce que c'est vous qui traitez de la physique quantique, mais Richard Feynman, qui était un grand prix Nobel américain qui s'occupait de physique quantique, disait que la vulgarisation, globalement, un des écueils de la vulgarisation tenait au fait que globalement, ce qui est décrit qu'une version déformée de la réalité, et que globalement on ne peut pas décrire facilement quelque chose à quelqu'un qui n'a pas fait les 7 années d'études nécessaires. Et assez souvent il disait en fait, si vous voulez comprendre la physique quantique, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très 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 petit. Alors il mentait parce qu'il était capable de l'expliquer évidemment, mais moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand on parle à des scientifiques comme vous aujourd'hui, on voit très très bien qu'en réalité, c'est extrêmement clair dans votre esprit, vous êtes tout à fait capable de transmettre les choses. En revanche, c'est l'impression que j'ai, hein, je trouve qu'il y a une sorte d'aversion de la polémique de la part de la communauté, pas de vous en particulier, mais de la communauté scientifique en France. Il y a une sorte d'aversion de la polémique qui fait que globalement, les scientifiques montent pas au créneau quand il y a des aberrations totales qui circulent ou qui sont dites. En tout cas, montent pas suffisamment au créneau, ou en tout cas sont pas suffisamment visibles. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Et c'est ça ma question en fait. À votre avis, à quoi c'est dû? Parce que je prends un exemple très simple. Récemment, il y a eu des choses dites sur l'intelligence artificielle par des gens qui sont manifestement qui ne connaissent absolument rien et qui sortent des chiffres avec des horaires d'ordre de grandeur de l'ordre de 1 à 1 milliard. Et il n'y a eu quasiment aucune réaction de la communauté scientifique sur ce sujet, qui est un sujet mathématique pour autant. Et donc il y a quand même beaucoup de mathématiciens en France, énormément de mathématiciens très brillants, et j'en ai pas vu un seul réagir à ce sujet-là pour dire non, là on peut pas parler dans les médias et faire une réponse avec un ordre de grandeur, avec une erreur d'ordre de grandeur de 1 à 1 milliard. Alors il y a plein de raisons, hein. Il n'y en a pas une, il y en a plein de raisons, hein. La plupart du temps, les scientifiques, la denrée la plus précieuse des scientifiques, c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc la plupart ils vont se dire je vais pas perdre mon temps à aller dans un média ou un plateau de télé pour expliquer ça. Ensuite il y a ce que disait Pascal, c'est que les scientifiques ils sont généralement mesurés parce que c'est clair que dès qu'on est dans la science on est obligé. On peut pas, la science c'est pas une opinion. Donc on est obligé d'avoir du recul et de se poser des questions sur c'est jamais tout blanc tout noir. Donc évidemment, ça nous empêche d'être trop tranchés. Et c'est moins vendeur dans les médias de voir quelqu'un qui va venir, qui va dire « Attendez, il faut voir un peu tous les tenants et les aboutissants, il y a du vrai, il y a du faux. » On dit ouais, « voilà, il ne veut pas s'engager, etc. » Mais en fait, c'est parce qu'il dit juste la vérité au sens, la vérité de l'instant. Il ne va pas dire « il ne faut pas » ou « il faut ». Par exemple, typiquement, quand il y a eu une décision par la France d'arrêter d'importer le pétrole de Russie. En dehors de toute politique, c'était fou de voir que les politiques, présidents, ministres, etc., n'avaient pas dans leur entourage quelqu'un pour leur dire « Attention !» Eux, dans leur façon de dire, d'expliquer la chose, c'est de se dire « on coupe un robinet d'un côté, on en ouvre un autre de l'autre côté. » Et en fait, se dire « le pétrole, il n'est pas interchangeable. Une raffinerie ne raffine que du pétrole de certains pays. Une raffinerie qui raffine du pétrole de Russie ne raffine pas du pétrole d'Arabie Saoudite, etc. On peut les modifier, les adapter, mais c'est très très compliqué. C'est pas un robinet qu'on ouvre, qu'on ferme. Après ils se sont dit oui, on va les faire venir en tankers. Et se dire mais oui, hors de grandeur, ça va représenter combien de tankers? Des milliers. C'est pas grave, où est-ce qu'on les trouve les tankers? Ça s'invente pas, ça se construit. Combien on met? 10 ans pour en construire un. Tout de suite on voit que ça ne marche pas. Donc s'il n'y a pas un peu de recul scientifique, se dire en dehors de toute politique et d'engagement, de se dire attention, ce que vous dites là, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Pour le nucléaire, c'est pareil, il y a de l'émotion, il y a des biais qu'on a tous. Par exemple, pour Pascal, par rapport à l'écologie, évidemment qu'on a tous des biais en nous, des avis, etc. Donc on peut aller plus dans un domaine ou dans un autre. Et c'est pour ça que moi, je suis fervent défenseur de dire à chaque fois si on a des conflits d'intérêts officiels, bien sûr, mais même dans ce qu'on peut penser. Moi, je fais de la physique quantique, je suis passionné par les nouvelles techno quantiques, donc j'ai un biais positif pour parler des nouvelles technologies quantiques. Mais j'ai aussi conscience qu'il y aura des questions énergétiques, questions éthiques, questions démocratiques. Ça intéresse beaucoup les armées, donc peut-être que dans 20 ans, il y aura des conflits grâce aux capteurs quantiques. Donc j'ai aussi conscience de ça, mais c'est vrai qu'on a tous des biais. Mais sinon, sur le fait de ne pas aller polémiquer, on a généralement tout à perdre. On a besoin de temps long pour expliquer ce qui n'est pas du tout le concept et le cadre habituel de ce qui va intéresser les gens. Donc on est inaudible. Et donc, à moins qu'on soit un peu grande gueule ou qu'on ait un talent oratoire, c'est très rare
En fait, quand on met dans la balance, il y a beaucoup de choses à perdre et pas beaucoup de choses à gagner. Souvent, c'est ce qu'on dit, c'est le fait de dire une ânerie, ça prend 2 secondes. Le fait d'arriver à la débugger, ça peut prendre 1 heure. Qui est prêt à passer 1 heure à se dire, ah oui, en fait, il faut que j'aille quand même voir les chiffres, etc., pour voir pour l'IA, se dire, ah oui, est-ce que les chiffres qui sont avancés par un tel ou un tel sont bien? Et c'est vrai que ça revient un peu à ce qu'on disait au début sur... Oui, la désaffection par rapport à la science et la méfiance, dans la science, on met tout ensemble, on met tout, les scientifiques de tous les domaines, alors qu'en fait, chaque domaine est très différent. Les mathématiciens ne sont pas du tout comme les physiciens, et au sein de la physique, il y a plein de domaines différents, pas la même chose que les biologistes, que les gens des sciences humaines, etc. On n'a pas du tout la même façon même de travailler. En médecine, ils n'ont pas la même façon. Quand on traite avec l'humain, c'est pas avec des photons ou des atomes, et puis c'est pas réglé comme ça. Donc on n'a pas du tout la même formation même de l'esprit scientifique, de la façon de penser les choses. Donc pour les aspects polémiques, il y en aura qui vont monter au créneau, c'est souvent toujours les mêmes, et donc c'est un problème, parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes voix qu'on entend, mais pour les autres, pour y aller, courage. Parce qu'en gros, vous avez toutes les chances d'avoir des effets secondaires terribles sur vous. Et sur la... Ah, pardon. Il y Pascal. a une émission, c'est une anecdote sur France Inter où il y a un acteur très connu que je ne nommerai pas qui a dit « La pollution, ça n'existe pas ». Ça n'a pas été corrigé par le journaliste. Comment on répond à ça ? Il y a une plateforme qui existe pour les fake news, justement, et les gens nous ont contactés pour qu'on rédige un argumentaire pour contredire cette idée. Et c'est pas si facile de contredire une phrase aussi générique que la pollution n'existe pas. Donc, oui, il y a des méthodes, mais comme disait Charles, il faut on a écrit 3 pages, il faut prendre son temps, on a beaucoup réfléchi pour pouvoir expliquer au public. Donc, c'est vraiment pas facile de contrer des fake news en faisant comme eux, quoi, en annonçant des trucs. Et puis après, il y a aussi l'éducation du public à savoir où trouver de l'information fiable. Et ça, c'est depuis la petite enfance, apprendre aux gens où on trouve de l'information fiable. Les journalistes sérieux, compétents, font souvent appel au CNRS. Il y a un bureau de presse au CNRS où ils ont des experts, et les journalistes qui vont correctement à leur travail vont venir voir les spécialistes et vont produire de l'information pertinente. Et puis après, comme dans toute profession, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et peut-être après, il y a comme tu dis, une façon de se dire, les scientifiques, on peut rien faire. C'est trop d'énergie pour arriver à un résultat. Mais les scientifiques sont quand même sollicités régulièrement pour donner des informations correctes. En fait. Et sur la question de la vulgarisation, est-ce qu'on peut dire autre chose que la physique quantique, c'est du tout petit Alors ça, c'est pareil. La vulgarisation, la médiation scientifique, c'est comme n'importe quelle traduction, c'est une trahison. Traduire, c'est trahir. Mais à quel point ? Évidemment, pour comprendre la physique quantique ou d'une façon générale même n'importe quel domaine des sciences, il faut passer par l'outil, et c'est un peu mystérieux que l'outil, ce soit les mathématiques. Il y a plein de gens, des grands penseurs, qui se sont posé la question de savoir pourquoi les mathématiques étaient aussi efficaces pour décrire le monde. Il se trouve que c'est l'outil qu'on a, nous humains, donc c'est très bien. Mais donc, en dehors des mathématiques, on peut évidemment pas comprendre totalement une théorie sans avoir le bagage mathématique, et même quand on l'a, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe derrière. Donc dès qu'on sort du cadre mathématique, on est obligé de faire des choix, donc des simplifications. Il faut toujours, le thème c'est l'équilibre, on est toujours à la frontière, on est des funambules entre simplifier sans sursimplifier, transmettre des choses et s'assurer que ce soit bien compris dans un sens. Par exemple, je participe à un événement participatif qui s'appelle Nano-Rumeur, qu'on organise au Théâtre de la Ville à Paris, et c'est par le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'un scientifique vient et pendant 5 minutes, 10 minutes, essaye de transmettre à quelqu'un du grand public une notion complexe, de grande complexité. Faut pas un peu long pour pas que ce soit juste un effet de mémoire. Et cette personne, après, le raconte, l'explique à une autre personne qui n'a pas écouté la première. Donc bouche à oreille comme ça 4-5 fois, sous la supervision d'un neuroscientifique qui regarde, et c'est frappant de voir la dégradation, la distorsion, la perte d'information. Ça se réduit à peau de chagrin parfois avec l'inverse de l'information qui était du départ. Et c'est intéressant à la fois pour le scientifique qui est sur le grill et qui voit qu'en fait, comme tu disais Pascal, en fait c'est pas si simple de transmettre quelque chose et de s'assurer. Moi par exemple, je fais des conférences, des spectacles, etc. sur la physique quantique. Les gens ils repartent avec des étoiles dans les yeux, mais je ne sais pas ces étoiles, si ça correspond vraiment à ce que j'ai voulu dire. Peut-être qu'ils ont compris des choses différentes. Donc il y a toujours ce côté trahir, mais on est obligé de passer par
une déformation. Et donc c'est pour ça que par exemple par les arts ou par des ateliers, des choses qui impliquent le corps, ça peut être intéressant, mais comme tu disais Séverine, ça peut être aussi, ça dépend aussi des personnes. Il peut y avoir des gens qui vont rester raides comme impliqués derrière un ordinateur avec une voix monocorde, mais qui vont être passionnants et on a envie de les écouter 3 heures. Je me rappelle, il y a une femme qui... Je ne me rappelle plus là, son nom, ça m'échappe là, mais une femme qui est passée dans l'émission Legend sur YouTube et qui parlait juste des industries minières, Aurore Stéphan. Eh bien, elle parle pendant 3 heures. Bah, cette vidéo, elle a cartonné, vraiment, parce que, alors qu'on se dit quand même, sur les industries minières, on n'a pas envie d'y aller. Eh bien, comme tu disais, Séverine, elle est passionnée. Et ce qu'elle raconte, c'est intéressant, vraiment. Et pendant 3 heures, on ne voit pas les heures passer. Et c'est vraiment le côté contre-intuitif de se dire aujourd'hui, il faut absolument que ce soit des formats courts, etc. Sinon, les gens ne vont jamais écouter. Là, non. Et on est plongé dedans. Et donc, elle va loin, elle prend ce temps long. Mais comme disait Pascal aussi, si on n'a pas le temps long, c'est difficile d'arriver à transmettre sans trahir un peu. D'autres questions? Oui, beaucoup de questions dans le fond. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour Monsieur Charles. Oui. Je suppose que c'est la question que vous avez répondu à 30 minutes, comme vous l'avez dit, mais je vais la poser quand même. Oui. Dans le monde de l'informatique, on en parle de plus en plus des ordinateurs quantiques. Et moi, je me pose cette question, c'est, sachant, je me permets d'utiliser ce mot, qu'il y a autant de charlatans qui disent tout et n'importe quoi, et que monsieur et madame tout le monde, nous, on n'a pas accès à des ordinateurs quantiques, peut-être à distance, mais pas juste en face de nous, ou pour la physique quantique, on n'est pas dans des laboratoires pour faire des expérimentations comme vous les faites. Et comme l'a dit votre collègue, le fait que l'apprentissage passif et actif n'est pas la même chose, juste en se basant sur des vidéos on regarde juste... on ne teste pas, on ne fait pas nous-mêmes la pratique, l'expérimentation. Comment on peut vraiment savoir faire la différence entre le vrai et le faux et savoir qu'on a vraiment compris alors qu'on n'a pas accès comme vous, les scientifiques? En fait, comme disait Séverine, il y a aussi des sites. Si vous allez sur le site du CNRS, du CEA, si vous êtes en contact avec, ou si vous allez écouter des conférences ou vous lisez des livres de gens qui sont reconnus dans le domaine, ou en tout cas, par exemple, qui l'enseignent, c'est un bon moyen. Quand vous l'enseignez, vous êtes obligé d'aller éclaircir toutes les zones d'ombre, de tout ce qui était sous le tapis, vous ne pouvez pas le laisser. Donc ça peut aider quand même à avoir une vision un peu globale. Après, il y a toute une démarche structurée pour vraiment progresser dans un domaine, c'est-à-dire vous commencez par des conférences, des vidéos, etc. Puis après, ça c'est moi je parle souvent de l'Everest quantique. Je ne veux pas non plus mentir aux gens quand ils vont assister à une conférence ou à un spectacle. Je leur dis, vous n'allez pas tout comprendre. C'est pas le but. Il ne faut pas donner l'illusion aux gens qu'avec une conférence, même la plus intelligente soit-elle, et puis un livre, vous allez tout comprendre d'un domaine. C'est juste pour vous amener au premier camp de base de l'Everest. Et là, on vous outille un peu, on défriche un peu, on enlève les faux amis, les fausses idées, etc. Pas tout, mais on vous outille, et après, c'est à vous de faire. En fait, ce qu'on fait quand on est médiateur scientifique, c'est qu'on plante des graines. On ne va pas tout vous expliquer. On ne va pas tout expliquer le monde. On ne va pas faire un cours de physique quantique qui demanderait 2000 heures. Donc, en fait, on plante des graines. Si ça germe, tant mieux. Vous allez aller par vous-même. Si ça vient titiller, vous avez l'air d'avoir envie d'aller creuser. Allez-y, foncez. Il y a plein de documentation sur Internet. Vous allez le site de Julien Bobrov, Tout est quantique, le Lab quantique, le bouquin de Olivier Ezrati, qui est une sorte de condensé de tout ce qui peut se passer dans les différentes technologies qu'il peut y avoir sur les technologies quantiques, en particulier l'ordinateur quantique. Et donc, vous allez petit à petit gagner cette expérience. À un moment donné, si vous voulez passer à un autre cran, il faudra faire des maths. Heureusement, elles ne sont pas dures en physique quantique, mais quand même, il va falloir faire ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, donc typiquement un niveau de L2, de deuxième année universitaire de maths. Bon, voilà, à bout d'un moment, il faut savoir si vous voulez aller, à quel niveau vous voulez aller, à quel niveau vous voulez comprendre, mais c'est vrai pour n'importe quel domaine. C'est vrai. Peut-être que la physique quantique, ça semble plus abstrait, plus abscon, mais c'est peut-être un tort de croire que des domaines comme la biologie, la chimie ou la physique à notre échelle sont plus simples. Parfois, d'ailleurs d'un point de vue mathématique, la physique classique est bien plus dure que la physique quantique. Mais infiniment plus dure. En Russie, pendant très longtemps, les meilleurs scientifiques, ils n'étaient pas envoyés pour faire la physique quantique, ils étaient envoyés pour lancer des fusées. Lancer des fusées, ça c'est dur.
Ça, mathématiquement, c'est super dur. Mais faire de la physique quantique, non. Donc, il y a aussi cette formation. Et comme je disais, on plante des graines. Donc, c'est, comme disait Séverine, ce qui serait bien, et Pascal aussi, par rapport aux enfants et aux filles, d'arriver à planter la graine et qu'elle reste agrippée, même si contre vents et marées, tout le monde leur dit non, n'allez pas vers ça. Ou moi, j'interviens là dans le cadre de cette mission d'ambassadeur dans un lycée un peu difficile, entre guillemets. Ben, en fait, il y a des jeunes, ils ont des étoiles dans les yeux parce qu'on leur dit, vous savez que l'écosystème quantique aujourd'hui a besoin de diversité. Pas pour faire joli, pas pour dire je suis gentil avec les gens. Non, ils ont besoin de diversité. Tous azimuts, hein. Parce qu'ils ont besoin de gens qui pensent différemment. Ils font face à des choses maintenant, pas dans 20 ans. Maintenant, ils ont besoin de solutions et de gens qui pensent différemment par rapport à un problème. Donc, allez-y, foncez. Et il y a tout disponible sur, typiquement, Internet. Après, le fait d'y aller encore plus loin, inscrivez-vous. Moi, à Jussieu, j'ai plein de gens en reprise d'études, d'adultes en reprise d'études, même des gens retraités, hein, qui ont 70 ans, hein, qui viennent et qui disent mais moi, j'ai envie de savoir plus. J'ai envie de passer une licence de physique parce que j'ai envie d'avoir plus d'outils. J'ai envie de m'outiller. Et c'est génial. Généralement, c'est des étudiants qui sont exceptionnels. Ils ont parfois du mal à tout valider parce qu'ils veulent tout faire tout bien. Ils ont un peu le complexe de tout faire parfaitement. Mais c'est génial. Donc, en France, on a la chance. On ne se rend pas compte. En France, on a une chance incroyable de faire des tonnes de trucs. Mais par exemple, en termes de formation, n'importe qui peut se former quasiment à n'importe quoi en France pour quasiment rien. Zéro en termes d'argent. Je vais vous donner le micro, monsieur. Mais ma question de base, c'était peut-on apprendre sans ordinateur quantique comment marche l'ordinateur quantique? Oui, ce que je vous disais, il y a plein d'informations sur Internet. Moi, ça fait 10 ans que je fais faire travailler mes étudiants Jussieu sur les ordinateurs quantiques d'IBM qui sont accessibles en ligne. N'importe qui ici peut aller. Vous tapez IBM Quantum Computer, vous allez tomber sur la plateforme d'IBM. Vous pouvez juste vous inscrire et vous avez accès à distance. Vous pouvez piloter à distance un vrai ordinateur quantique. Donc, vous vous familiarisez avec la façon de faire du codage, de coder en informatique quantique. Et donc, il y a pas que ça. Il y a Xanadu, avec Pennylen, il y a différentes boîtes, même françaises, Candela, par exemple, avec les boîtes photoniques, avec les ordinateurs quantiques photoniques, qui donnent accès. Donc, vous ne l'aurez pas accès dans un premier temps directement, mais si déjà vous l'aurez accès à distance avec les ordinateurs, et après, vous pouvez reprendre des études, faire des stages, et donc aller au contact. Bien sûr, on ne peut pas vous laisser rentrer, vous, visiteur, mais comme dans une centrale nucléaire, vous n'allez pas pouvoir rentrer et dire « je vais aller voir le réacteur ». Pareil. Donc, c'est dans cette logique-là. Mais c'est quand même très possible. Et aujourd'hui, il y a une telle demande de gens, de diversité au sens absolu, mais de gens dans cet écosystème quantique, qu'en fait, c'est, je pense, très rapide en quelques années où vous passerez de personnes juste intéressées à quelqu'un qui est directement dans le cœur du réacteur. Pour ce qui est de la physique quantique, l'entrée, c'est tout simplement l'expérience des fentes de Young qu'on peut réaliser pour 3 sous avec un petit pointeur de congrès et une petite diapo. Pour 3 sous, vous faites l'expérience des fentes de Young et vous entrez dans l'émerveillement, la stupéfaction, pour peu qu'on vous explique un tout petit peu ce que vous voyez avec ce malheureux pointeur et cette petite diapo à 3 sous. Exactement. Alors, il y a 2 questions, ici et ici. Bonjour, je travaille à l'Institut des sciences et de l'industrie au Palais de la Découverte et donc on est partenaire aussi de ce fabuleux festival. Je voudrais juste parler d'une chose, puisqu'on parle de médiation scientifique, on a des ambassadeurs du CNRS, qui est un écosystème aussi de culture scientifique. Et donc les publics ont accès via les muséums, via les centres de sciences sur tous les territoires, à des premiers émois, des premières émotions avec la culture scientifique. Il y a un maillage territorial extrêmement fort. Là, en Normandie, on est au Havre, il y a sur les épaules des gens. C'est un festival. Vous avez le centre de sciences à Caen, le Dôme, vous avez l'Atrium à Rouen, et puis les muséums et aussi beaucoup d'associations d'éducation populaire qui font de la médiation scientifique avec les publics. Voilà, c'est une petite précision. Oui, non, mais c'est tout à fait clair. On est les premiers soutiens du Palais de la Découverte et on espère vraiment que cette histoire va très bien se terminer. Je pense qu'il y a effectivement tout un tas de niveaux. La médiation qu'on demande aux chercheurs, elle peut être de tas de typologies de médiation. On a le sentiment que les chercheurs sont les détenteurs du savoir le plus récent, en fait. Et c'est un peu vers ça que l'on veut. Mais il y a donc que ces chercheurs et ces chercheuses parlent des résultats de leurs recherches
qu'ils sont les plus aptes à diffuser parce qu'ils connaissent. En aucun cas, on ne dit que ce sont les seules personnes capables de faire de la médiation. Et après, il y a des tas de ponts. Au Palais de la Découverte, vous avez un chercheur humaniste, par exemple, qui vraiment est l'illustration de ce continuum entre les deux. Et c'est très bien qu'il y ait des médiateurs. Il y en a beaucoup qui sont d'anciens docteurs, hein, d'ailleurs, dans les médiateurs, voilà, qui se sont formés à la recherche et qui, après, peuvent diffuser les Bonjour. résultats. Vous aviez une autre question? Oh, pardon. Non, mais je disais ça surtout, bon, le palais évidemment, mais parce qu'il y a un vrai maillage territorial. Oui, bien sûr, partout en France. Partout. Les gens connaissent moins bien, effectivement, il y a des musées Exactement. scientifiques partout. Et c'est au plus près des publics. Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de faire de la médiation où c'était en Bourgogne, pareil, dans un tout petit CCSTI. Et je sais plus. Non, c'était pas ce nom-là. Mais c'était près de Mâcon. Je ne sais pas si ça vous dit. Et franchement, c'était merveilleux parce que il y avait vraiment un public, tout le monde venait discuter. Donc oui, bien sûr. Il n'y a pas que le parisianisme, il faut penser par... Bonjour, justement, vous vous adressez à des gens qui s'y intéressent, donc ça reste quand même une petite niche aujourd'hui en France. Est-ce que justement vous faites ce genre de conférences dans les écoles, par exemple, et avec des jeunes, genre au niveau de l'apprentissage, comme expliquait Stanislas Dehaene, pour apprendre justement, pour créer des vocations, et justement arriver à... Parce que nous, je ne vais pas dire on s'y intéresse, mais c'est un peu râpé pour nous, quoi, je veux dire... Il faut quand même aller voir de l'avant. Et la source sociale, pour en revenir tout à l'heure, c'est vous, quoi. Et justement, faire une connexion avec les écoles, l'apprentissage, mais plus petit. Le lycée, je pense que c'est déjà aussi râpé, quoi. Et vraiment enfant, quoi. Et deuxième question, est-ce que ce sera possible d'utiliser, comme disait mon camarade tout à l'heure, un ordinateur quantique par le cloud? Voilà. Le travail, il est immense. C'est... ce que disait Charles, en fait, la formation des enseignants à l'école primaire n'est pas scientifique. Moi, j'enseigne en master de formation des professeurs des écoles. On essaye vraiment de mettre de la science, mais on n'a pas beaucoup d'heures, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau du CNRS ou même des universités, c'est la priorité qui a été mise au départ, c'est plus le lycée, en se disant que le gap est moins grand. On arrivera plus facilement à envoyer des collègues à parler à des lycéens qui ont un petit bagage. Mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent bien avant. Et l'école primaire, c'est extrêmement important. Moi, je travaille aussi dans une structure qui fait de la médiation pour les plus jeunes, à la Maison des Sciences à Orsay. C'est vraiment là que tout se joue. Et c'est extrêmement important aussi de le faire sur la base du volontariat, de collègues, etc. De transmettre le goût pour la science et surtout la démarche scientifique. Apprendre à raisonner comme un scientifique, même si après on a un peu oublié tous les mots, l'ADN, tout ce que vous voudrez, mais apprendre à raisonner comme un scientifique, et on peut faire ça dès la maternelle. Je sais bien, mais justement, je voulais en revenir à ça. On se souvient tous d'une série dessin animé, c'était Il était une fois la vie. Pourquoi pas faire ce genre de série, Il était une fois la physique quantique, quoi. Ce serait très faisable, en passant par la méthode Feynman, justement, de simplifier, d'extraire et de décortiquer, de ressortir tout ça plus ludiquement, quoi. Il y a une association qui travaille beaucoup dans les écoles primaires, c'est La Main à la Pâte, qui est une association de l'Académie des sciences. Donc eux, ils font vraiment beaucoup de travaux. Alors je ne sais pas s'ils ont un module sur la physique quantique. Il faudrait peut-être, Charles, que tu ailles jeter un œil. Moi, je bosse avec l'Exploradome, donc il y a les CCSTI, comme a été dit. Il y en a partout en France, des centres de médiation scientifique avec des médiateurs scientifiques professionnels. Et donc, évidemment, il faut se tourner principalement vers eux et les soutenir aussi. Il y a vraiment c'est un acte citoyen d'emmener sa famille, etc., de se dire, allez, on sort de son canapé de Netflix et on va dans un CCSTI. Il y en a qui ne sont pas dans les CCSTI, par exemple l'Exploradome de Vitry, le Parc Galéa en Corse, je suis intervenu là-bas. Ils ne sont pas référencés là-dedans, mais ils sont géniaux. Et oui, dans ces centres-là, typiquement avec l'Exploradome, moi je travaille avec eux à Vitry pour essayer de faire des animations pour les enfants. Dans les pays anglophones ou germaniques, il y a déjà plein de choses. Là, j'étais en Italie, à Milan, ils ont un musée qui m'a bluffé. Là, j'étais il n'y a pas longtemps, mais c'est énorme. Et ils font toutes les sciences possibles et imaginables. Il y a même un avion en taille réelle, un paquebot, enfin des choses à la fois technologie et science. Et je pense qu'on peut toucher bien sûr tous les publics, de les emmener. Et oui, il n'y a pas d'émissions comme ça, mais en fait c'est toujours pareil, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le vouloir. Aux États-Unis, il y avait des émissions, une émission télé, une série télé avec Sheldon Cooper, la Young Sheldon et avant.
où le héros était un geek physicien complètement barré à faire de la théorie des cordes. Et cette série-là a été pendant 10 ans dans le top 3 des séries, et pendant 3 ans, ils ont été numéro 1 en prime time tous les soirs. Ça, c'est inconcevable en France. Sauf que maintenant, ils ne peuvent plus la passer aux États-Unis, sûrement, Ah oui, cette avec série. Trump, Donc, ils vont peut-être nous la vendre pour pas cher. Mais en fait, il y avait des scientifiques, une scientifique américaine qui était là, assez connue, je ne me rappelle plus, mais qui était en France et qui disait « Oh là là, qui s'étonnait de voir la grande librairie à la télé. » Elle disait « Oh là là, vous avez de la chance, aux États-Unis, ça n'arriverait jamais. Nous, ça nous semble évident qu'il y ait des émissions littéraires. Faisons la même chose avec la science. Aux États-Unis, c'est l'inverse. » Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. La série, c'est Big Bang Theory, du coup. Exactement, c'est ça. Et une question. Nous sommes 2 collègues médiateurs scientifiques depuis très peu de temps à l'Université du Havre. Est-ce que vous avez des conseils pour des bébés médiateurs scientifiques comme nous? Soyez vous-même, ça je pense que c'est vraiment... Ouais, moi si j'avais un conseil à donner, c'est ça. C'est essayer de pratiquer... après, ça s'apprend la médiation. Ça nécessite de l'entraînement, on progresse tous les jours. Apprenez à connaître votre public aussi, parce que c'est souvent un peu les écueils quand on fait de la médiation, c'est d'avoir énormément bossé, peut-être même d'être bon, et puis ce jour-là, les gens ne sont pas de la façon dont vous les avez imaginés. Donc voilà, être vous-même, être vraiment à l'écoute du public, et on progresse, hein, comme dans n'importe quel métier, je pense. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore déjeuné. Alors, je vous propose, pour ceux qui ont encore des questions, de les poser directement à nos invités, mais de manière informelle juste à côté. Merci beaucoup pour votre présence, d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le temps de ce dialogue. Merci d'avoir, vous, été présent au Festival sur les épaules des géants de ce partenariat. Et on a hâte de connaître la suite. Merci.